Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celle-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com/métamorphose. Je vous appelle livementor, livementor.com/métamorphose. Merci. Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose ma famille avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. En France, une famille sur 4 est une famille recomposée. Alors à travers cet épisode, Nicole Prieur va nous aider à mieux comprendre, appréhender ce schéma familial et surtout comment y trouver sa place, parent ou enfant. J'ai le plaisir de retrouver Nicole aujourd'hui dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors cet épisode sur trouver sa place dans une famille recomposée, comme je le disais en intro, il y a de plus en plus de familles qui sont dans cette typologie en France et dans le monde. Comment est-ce que vous les voyez d'ailleurs, vous, évoluer dans le temps ? Vous les avez vus en thérapie peut-être il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que ça a changé ? Écoutez, déjà le nombre, effectivement, Oui. c'est de moins en moins exceptionnel, ce genre de famille. Donc c'est vrai qu'on a, nous aussi, psy, professionnels du soin, peut-être une meilleure connaissance aussi des processus. Et j'ai envie de dire, les enfants peut-être sont un peu moins étonnés d'être élevés par des belles-mères, par des beaux-pères, etc. Donc je veux dire, c'est peut-être un peu plus intégré au paysage, au panorama de notre époque. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit facile à vivre. Et je pense qu'effectivement, ce qui apparaît peut-être, ce qui pointe peut-être, c'est qu'effectivement, les familles qui ont cette structure-là sont de plus en plus conscientes. Et ça, c'est une bonne chose, des difficultés qui permettraient une bonne recomposition. Alors qu'il y a peut-être 20 ans, on avait l'impression qu'il suffisait de s'aimer pour pouvoir tout recomposer. Là, on mesure qu'on est dans quelque chose d'une extrême complexité et que la famille recomposée est une expérience passionnante à vivre, il n'y a pas de doute, dont on peut se sortir d'une manière très, très heureuse, mais on est vraiment face à des processus complexes sur plusieurs niveaux. C'est vrai que quand on voit le nombre de séparations qu'il y a dans notre pays en Occident et puis le nombre de familles recomposées, on a presque l'impression que c'est l'inverse qui est maintenant un peu hors norme. Finalement. Tout à fait. Rester en couple durablement, rester une famille nucléaire, ça semble presque exceptionnel. Oui, c'est ça. Et du coup, il est vrai que les enfants d'une certaine génération, je me rappelle de petits patients que j'avais, pour lesquels la séparation des parents était quelque chose de tout à fait banal. Encore une fois, cela ne veut pas dire sans souffrance.
mais dont ils pouvaient parler dans les cours de récréation. Maintenant, on parle non seulement de séparation, mais on parle de vivre une semaine chez le beau-père, une semaine chez la belle-mère éventuellement. Donc voilà, ce qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui, c'est cette possibilité de vivre dans une famille à multiples visages finalement. C'est ça. Vous qui êtes aussi philosophe, c'est vrai qu'il y a ce proverbe ou ce dicton qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant » et on peut imaginer du coup que la famille recomposée soit peut-être plus ouverte d'une certaine manière qu'une famille simplement qui serait un peu cloisonnée dans son propre milieu, dans son propre système. Est-ce que c'est vrai ou pas tant que ça ? Oui, alors c'est vrai que là, il y a, j'ai envie de dire, presque une confrontation de modèles. Les familles ancestrales en Europe, mais aujourd'hui encore en Afrique et dans un certain nombre de pays, de contrées, les familles ne sont pas sur le modèle des familles nucléaires, comme nous les avons connues depuis surtout le 18e, le 19e siècle. Nous vivons avec des familles nucléaires, papa, maman, à la limite les grands-parents, mais effectivement, c'est très refermé. Déjà au Moyen-Âge, chez nous, c'était un petit peu plus ouvert. Je veux dire, bon, il y a donc effectivement, on redécouvre la possibilité d'avoir des liens privilégiés, structurants, avec des personnes qui n'ont pas le même sang que nous. Et ça, je pense que c'est important de réfléchir à la filiation qui n'est pas seulement une filiation biologique et de sang. Je pense que ça demande une ouverture très importante et nécessaire. Et on s'aperçoit aussi que les processus d'appartenance ont quelque chose à voir davantage avec l'identité, les identifications des uns et des autres, l'histoire de l'inconscient, plutôt qu'avec, là aussi, seulement la question de la lignée. On est en train d'élargir la question de qu'est-ce qui fait famille. Qu'est-ce qui va permettre à un enfant de se sentir appartenir à cette famille, qu'il soit du même sang ou pas par rapport à cette famille. Et du coup, en tant que philosophe, et là je reviens à cette question de philosophe, en fait, on s'aperçoit que ça nous oblige, puisque je peux être l'enfant, n'appelons même pas ça un bel enfant d'une belle-mère ou d'un beau-père, puisque je peux être élevé par une femme qui n'est pas ma mère, mais qui est la femme de mon père, donc il n'y a pas de lien de sang, puisqu'on est élevé par des personnes qui ne soient pas de mon sang. La question, c'est quelle est la qualité du lien qui va me permettre effectivement de respecter cette personne comme une adulte et de me faire respecter dans ce que je suis. Et là, on retombe vraiment sur une dimension éthique du lien. La notion de respect mutuel, la question de la reconnaissance, la question de admettre la différence de l'autre, de l'altérité, tous ces thèmes qui nous sont chers depuis qu'on travaille ensemble. Oui. Et effectivement, donc, la filiation qui n'est plus basée, comme le sentiment d'appartenance, qui n'est plus basée ni sur la lignée, ni sur le sang, nous oblige à mettre, j'ai envie de dire, de l'éthique dans le lien entre la génération des enfants et la génération des adultes. Mais ça, ce n'est pas facile. Non, mais, c'est pas évident, important. c'est ce que j'allais dire. Et alors, dans le sens du parent conscient, ça peut l'être, mais dans le sens de l'enfant, effectivement. Alors, dans le sens de l'enfant, c'est difficile. Alors, pourquoi ? Parce que c'est subi aussi, peut-être pour lui. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, de mon expérience, alors je recevais aussi bien des adultes que des adolescents et des enfants, mais c'est vrai que dans mon expérience par rapport aux familles recomposées, j'aime bien me pencher sur le vécu des enfants. Il faut comprendre aussi quelque chose qui leur est imposé. Les enfants, quand ils voient le nouveau couple se présenter à eux, pour eux, il faut être clair, c'est l'ennemi à abattre. L'amoureuse du père, ou même l'amoureux du père, ils ont tendance à considérer que c'est à cause de cette personne-là que le couple parental s'est séparé.
Donc, quand on leur présente un nouveau couple qu'ils doivent respecter, un beau-parent qu'ils doivent respecter, qu'ils doivent même peut-être aimer, etc., ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ont déjà eu du mal avec la séparation des parents. Ils n'ont pas tout à fait encore fini le deuil du couple parental. Et du coup, le couple qui est là ne va pas les aider non plus à faire le deuil du couple parental. Ils vont même plutôt avoir envie de mettre en échec ce couple, non seulement parce qu'il y a une rivalité avec l'autre parent, mais aussi parce que vous savez qu'un enfant qui a vécu une séparation ne rêve que d'une chose, c'est de faire revenir les parents ensemble. Et du coup, les enfants, inconsciemment bien sûr, ça dure longtemps, ça d'ailleurs ? Ça dure assez longtemps. Ouais. Ça dure assez longtemps. Les enfants, donc, devant ce nouveau couple, se disent, si j'arrive à montrer à papa que sa nouvelle amoureuse ou à maman que son nouvel amoureux sont des nuls, si j'arrive à mettre en échec ce couple, peut-être qu'ils arriveront, mes parents, à revenir ensemble. Donc, ils sont pris par des conflits intérieurs très compliqués, ces enfants. Est-ce que c'est une question d'âge ? Parce que là, on parle de petits-enfants plutôt. Bien sûr. Alors, c'est une question d'âge. On a ce profil-là quand les enfants sont plutôt jeunes. Et quand ils sont plutôt âgés, il y a encore davantage de conflits de loyauté. Quand vous dites âgé, c'est adolescent ? Oui, c'est ça. D'accord. L'adolescence, c'est comment puis-je m'affilier à cette personne qui est pour moi une étrangère, qui peut-être m'a volé mon père ou m'a volé ma mère, qui a en tous les cas été à l'origine, même si ce n'est pas tout à fait vrai dans les faits, mais c'est comme ça que c'est ressenti, qui est à l'origine de la séparation. Comment puis-je m'affilier à cette personne alors que dans ce couple-là, on est plutôt dans la perspective d'une reconstruction, d'une recomposition, on a des projets pour l'avenir, on est dans une autre relation au temps, donc plutôt dans le futur, alors que l'autre parent, souvent resté seul, est dans la dépression, est encore dans la peur dans la souffrance de l'échec, dans le sentiment qu'il a été abandonné, qu'il n'a peut-être pas compris pourquoi il y a eu séparation. Donc l'enfant, quand il grandit, perçoit qu'il est face à deux temporalités, deux projets de vie différents, et deux vécus de la même situation. Et donc, il est tiraillé non seulement dans ses loyautés, trop s'affilier à une belle-mère ou un beau-père, ce serait vraiment abandonner l'autre parent qui a tellement besoin de mon soutien. C'est ça, il refait couple et il refait corps avec l'autre parent. Tout à fait. Et il peut avoir tendance à se laisser ou à se mettre dans cette position de parentification, d'aller protéger, réparer quelque chose dans la souffrance de l'autre parent. À partir de quel âge, petits, ils ont vraiment cette conscience que ce nouveau conjoint n'est pas de ma famille, véritablement ? Assez tôt quand même, parce que souvent, par exemple, on a parlé des grands-parents, on va aller voir la famille de ce nouveau beau-père ou belle-mère, donc on va encore voir une autre forme de figure grand-parentale, une autre manière de vivre, etc. J'ai envie de dire, dès 2 ans, 3 ans, les enfants ont intégré déjà un certain nombre de règles familiales, de positions de la famille par rapport à la vie, par rapport aux autres, etc. Et très tôt, quand ils sont confrontés avec une autre vision du monde, ils voient que ce n'est plus la leur. Ils sont interrogés par rapport à ce qu'ils ont acquis jusqu'à présent. Ouais, donc très tôt, les enfants sentent qu'il y a on leur demande de s'enraciner avec des personnes contre lesquelles ils n'ont peut-être pas grand-chose. C'est pas contre les personnes que ça se joue. C'est contre, justement, l'affiliation qui est demandée. On nous demande d'aimer et de nous affilier avec quelqu'un qui n'est qu'un étranger pour nous. Est-ce qu'il faut justement aimer cette personne ? Est-ce qu'une belle-mère peut aimer ses enfants qui arrivent dans son foyer, qui ne sont pas les siens ? Disons que les belles-mères ou même les beaux-pères font cet effort. Ils ont même tendance, à quelquefois, pas tous, mais quand ils réfléchissent à leur position, à être un peu plus souples, ils peuvent être très compréhensifs. Mais quelquefois, ça leur demande tellement d'efforts parce que finalement, cet enfant n'accepte pas cette présence et donc fera tout pour détruire la qualité du lien
que le beau-parent essaye de mettre en place, qu'à un moment donné, le beau-parent laisse tomber quelque part. Hein. Il y a plusieurs périodes dans la construction, dans la reconstitution d'une famille recomposée. Il y a des moments où tout le monde va essayer peut-être de faire un certain nombre d'efforts. Notamment au début, j'imagine. Notamment au début, où les souffrances sont tellement grandes à un moment donné du côté de l'enfant, alors du côté des enfants, qu'ils vont encore une fois avoir tendance à détruire ce que le père ou la mère veut reconstruire. Il faut mesurer aussi dans le vécu des enfants. Quand un parent se remet en ménage avec un autre homme ou une autre femme, chez l'enfant, il y a vraiment une espèce d'angoisse existentielle aussi. Est-ce que je vais continuer à exister pour mon père ou pour ma mère maintenant que son couple est tellement important ? Est-ce que je vais continuer à exister alors qu'il prend soin aussi des enfants de l'autre ? C'est quoi comme sentiment ? C'est de l'abandon, du rejet ? Oui, un sentiment d'être abandonné. Sentiment de ne plus pouvoir compter, de ne plus exister. Et du coup aussi, quelque part, ce qui ne facilite pas la relation possible avec le beau-parent, un sentiment que la figure paternelle ou maternelle, mais c'est surtout paternelle que j'entends, à propos de figure paternelle que j'entends dans cela, un père qui étonne. Parce qu'un père qui tout d'un coup, j'ai envie de dire, n'a presque plus sa place. Moi, j'ai entendu beaucoup d'enfants dire « Mais tu comprends, maintenant, mon père est comme un toutou devant sa femme. Mon père, il n'a deux yeux que pour sa femme. Je n'existe pas, ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en même temps, mon père, c'est plus mon père. » Ils ne le reconnaissent plus. Voilà, cette nouvelle union, parce qu'il y a un jeu d'alliance, cette nouvelle alliance avec quelqu'un qui n'est pas du sang de l'enfant, remet en cause le lien filial, biologique avec le parent qui effectivement qui est du même sang. Ça fragilise aussi cette entente-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut beaucoup verbaliser à ce moment-là. Quand on est une famille recomposée, est-ce qu'il faut faire suivre particulièrement des enfants ? Qu'est-ce qui est recommandé ? Alors, peut-être avant même de voir ce qui est recommandé, parce qu'on y reviendra, il y a des détails qui semblent vraiment des détails très pragmatiques, mais qui sont très importants, on y reviendra. Mais il y a peut-être quelque chose à dire. J'ai envie de dire, un des facteurs importants de la possible recomposition, en tous les cas pendant toute une période avant que les grands-enfants ne partent accéder à leur autonomie, pendant toute une période, c'est la capacité, et ça répond en partie déjà à votre question, c'est la capacité que les enfants des différentes unions, dont l'enfant éventuel du nouveau couple, fassent corps et constituent un sous-système fraternel suffisamment fort. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, quand les enfants des différentes unions qui ont à peu près le même âge, quand ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près le même vécu. Ils ont été confrontés à la séparation des parents, ils savent ce que c'est que d'avoir ces sentiments de deuil, de perte, etc. Quand ils arrivent à copiner, à faire un sous-système de copains, d'amis, de solidarité, parce qu'ils ont plaisir à jouer ensemble et parce qu'il y a cette communauté de vécu difficile, à ce moment-là, vraiment, j'ai envie de dire, la famille recomposée va se réorganiser, se structurer autour de ce sous-système fraternel. Alors que les adultes croient que c'est autour du nouveau couple, c'est plutôt l'élément fédérateur, c'est plutôt la capacité de ces enfants, donc de différentes unions, à faire corps, à s'amuser ensemble. Donc, un des facteurs favorisants, c'est faire tout ce qu'on peut au niveau des loisirs, au niveau des moments de partage, faire en sorte que vraiment cette tribu se retrouve, participe à des jeux ensemble, partage un certain nombre d'expériences de loisirs positives, qu'on laisse tomber les moments un peu trop éducatifs, etc. C'est vraiment quelque chose de très, qui peut être très fédérateur. C'est nourrir des expériences vraiment riches de partage comme ça. Tout à fait. Ça, on a le sentiment que ça peut fonctionner avec des enfants plus petits, qui ne sont pas forcément dans le jugement, mais chez des enfants peut-être un tout petit peu plus grands ou à partir de peut-être
8, 9, 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rivalité aussi, justement, de fratrie qui peut à nouveau s'installer ? Ça peut effectivement, mais les enfants quand même, tout en étant inconsciemment tentés de mettre en danger le nouveau couple, perçoivent bien quand même que il va falloir s'y plier. Oui. Et quelque part, sont plus prêts à faire les efforts de copiner. Je parle de copinage parce que quelquefois ça ne va pas forcément plus loin et ça ne va pas durer, on va le voir quand les enfants grandissent vraiment. Mais l'effort de copiner, j'ai envie de dire, c'est comme une forme de compensation, de réparation face à cette situation qui n'est encore une fois pas facile pour eux. Et c'est vrai que l'atout finalement, c'est quand on ne vit qu'une semaine sur deux avec les autres enfants, on peut effectivement facilement, c'est un temps pendant lequel on peut s'entendre. Donc le temps des disputes, le temps des rivalités, a moins le temps de s'exprimer quand on se voit, on n'est pas là 24 heures sur 24 toute notre vie. Un des facteurs, et on a déjà parlé de la question de l'argent dans l'épisode de l'héritage, un des facteurs que j'ai pu constater et qui est assez rédhibitoire dans la mésentente, c'est quand les enfants des deux unions précédentes ont des niveaux de vie différents. Là, l'entente est quasiment impossible. J'ai eu plusieurs fois des situations où, par exemple, l'enfant du père est élevé dans une famille, dans une famille ou avec son père seul, enfin peu importe, avec des moyens classiques, quoi. Alors que un autre enfant bénéficie d'un niveau social très élevé. Il part à toutes les vacances. Aux vacances, il va il fait des voyages extraordinaires. Il est couvert de cadeaux. Il est habillé avec des marques, etc. Là, ça crée des tensions qui empêchent l'alliance au niveau du sous-système fraternel. Il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. Et c'est au quotidien. C'est au quotidien, c'est un rappel quotidien. Donc l'enfant ne peut pas se sentir, aucun enfant ne peut se sentir appartenir à un sous-système fraternel qui est si disparate, quelque part. Quelle doit être l'attitude du parent qui accueille les autres enfants ? Est-ce qu'il a un rôle éducatif ? On a parlé un petit peu tout à l'heure de ses sentiments, de ce qu'il pouvait faire, mais quel type d'autorité ou d'éducation ? Comment est-ce qu'il peut se positionner justement en termes de référent ? Alors, c'est vrai que déjà une première chose essentielle, c'est de considérer que on n'a pas à porter de jugement sur la position de l'autre parent, parce que la difficulté pour l'enfant, c'est de passer d'un endroit, d'un cadre où ceci est autorisé, à un cadre où ceci est interdit. Donc, si c'est interdit chez moi, je ne vais pas dire que c'est mal de l'autoriser ailleurs. Et donc, premier niveau, c'est moi, en tant qu'adulte, je respecte et je ne porte pas de jugement sur la manière dont, et je n'essaye pas d'avoir un contrôle sur la manière dont l'enfant est élevé dans l'autre famille, ou dans l'autre couple, ou avec l'autre parent. Donc ça, c'est une première chose. Et savoir effectivement que je ne suis qu'un beau-père ou qu'une belle-mère, c'est-à-dire j'impose les règles qui sont chez moi, en précisant qu'elles sont précises chez moi, tout en étant quand même prêt à une certaine forme de souplesse. Surtout, ne pas être dans des positions de heurt, mais quand on lâche, par exemple, sur les heures de la télévision, sur je ne sais quoi, dire effectivement, tu vois, chez moi, d'habitude, on arrête la télévision à 9h, enfin, je dis n'importe quoi. Bon, je veux bien, parce que je sais que c'est important pour toi, faire un effort et accepter un petit peu un quart d'heure de plus, etc. Mais montrer que on accepte, non pas parce que c'est l'enfant qui l'a demandé, mais donc on continue à garder la mainmise là-dessus quand même, mais de montrer qu'on a entendu sa demande et qu'on essaye, c'est une négociation permanente. Ouais, c'est ça. Encore plus que dans les familles nucléaires. Et inversement, est-ce que l'enfant qui n'est pas issu de ce couple-là pourrait, par jalousie, par rivalité ou par envie, s'il y a un autre enfant qui est né de cette nouvelle union, réclamer de l'attention d'une belle-mère ou d'un beau-père ? C'est vrai. En disant, j'aimerais qu'il m'aime comme il aime mon petit frère ou ma petite sœur qui vient d'arriver. Oui, alors c'est vrai que là aussi c'est intéressant ce que vous pointez, Anne.
l'arrivée d'un nouvel enfant dans ce nouveau couple. Il a une fonction psychique très importante, très intéressante. Alors, ce que vous dites peut exister, mais d'abord, c'est dans un contexte où, finalement, cet enfant, quand il arrive, apporte beaucoup, c'est peut-être paradoxal, beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire que... Oui, ça semble paradoxal. C'est très paradoxal. Mais justement, pour ça, il faut voir les différents côtés. Quand il naît, cet enfant-là, pour les enfants des premières unions, c'est clair. Le deuil du couple parental est à faire. Oui. C'est fini, on ne peut plus rien espérer. Ils reviendront plus ensemble, là, les parents. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc, quelque part, c'est très libérateur. Deuxièmement, ça veut dire que pour les enfants, encore une fois, les aînés, qui sont des autres unions, pour les enfants des autres unions, ils retrouvent une identité. Et ils retrouvent une place et une fonction. Ils sont les grands frères ou la grande sœur. Avec la belle-mère, ça se transforme aussi, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant, ils vont s'occuper du petit. La belle-mère va leur demander un certain nombre de choses. C'est un moment important là où le lien peut se retisser, où on peut s'affilier autour de cette nouvelle naissance. Donc c'est vraiment un pas très important. Et finalement, très étonnamment, alors qu'il y a effectivement structurellement une inégalité, parce que cet enfant a ses parents 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ils ne sont pas forcément plus jaloux que si cet enfant était né dans le couple d'origine, quelque part. Oui. Ils ne sont pas plus jaloux parce que je crois que les bénéfices psychiques, et puis souvent la différence d'âge, parce que du coup, entre ce petit bébé qui vient de naître et eux, il y a souvent 8-10 ans quand même, le couple ne fait pas tout de suite un bébé, donc il y a une maturité, puis ils existent dans d'autres sphères, ils ont leurs amis, etc. Donc malgré cette inégalité structurelle de ne pas voir ses parents, alors que l'autre, effectivement, voit ses parents tout le temps, c'est un événement facilitateur de la cohésion. Alors, ce que j'ai pu entendre de la part des aînés, c'est par contre, et ça je crois qu'il faut y veiller, c'est comment les adultes restent très exigeants à l'égard des aînés, et finalement, de la part des aînés, ils estiment que les parents ne savent plus du tout éduquer leurs enfants, et qu'ils autorisent, qu'ils acceptent trop du petit dernier. Ce qu'on disait sur le petit dernier, là, c'est vraiment grossi à 100%, et là, ils ne supportent pas qu'il y ait finalement deux poids, deux mesures, quoi. Comment accueillir l'autre, justement, dans sa différence d'éducation ? Là, je ne parle pas de l'autre famille qui refait famille de l'autre côté dans l'autre foyer, mais bien du même foyer, en disant, finalement, mon conjoint, il élève notre enfant d'une certaine manière et l'enfant d'une précédente union, et par contre, je n'accueille pas forcément cette manière d'éduquer. Ah oui, c'est très difficile. Ouais. Là, c'est vrai que ça peut être ces sources d'opposition, en tous les cas, ces sources de confrontation, d'attitudes pédagogiques. Là, il n'y a pas de mystère. Là, c'est vraiment des échanges permanents. Et à un moment donné, on parlait de co-construction au niveau de l'argent. Je crois que il faut apprendre d'une manière ensemble à faire avec les différences. Je crois que la grande difficulté de la famille recomposée, c'est justement l'apprentissage de toutes les différences. Mettre en évidence finalement que ces différences d'attitude sont presque des signes de souplesse et d'intelligence relationnelle, que de véritables positions et postures dogmatiques, si vous voulez. Je veux dire, on ne peut pas ne pas être souple dans une famille recomposée. On ne peut pas ne pas être dans un équilibre subtil. Ça demande un équilibre subtil. Et du coup, le côté positif, c'est que ça nous rend souples, vivants, en mobilité constante. Mais quelquefois, effectivement, c'est fatigant. Mais donc, beaucoup de dialogue, beaucoup d'ouverture à l'autre, le moins de jugement possible, et accepter que mon conjoint se comporte différemment avec son fils aîné qu'avec le petit dernier, parce que on rentre aussi, on a parlé aussi de singularité, on entre là dans le respect des singularités et des besoins singuliers liés à la position de chaque enfant qui vient de telle ou telle histoire.
Un autre point important, tout à l'heure je vous posais cette question, est-ce que c'est intéressant, pourquoi pas, de faire suivre les enfants quand on fait famille recomposée, si on en ressent le besoin, et puis quelles sont les choses un peu à sanctuariser ou à préserver? Vous parliez des lieux quand les enfants bougent. Oui, tout à fait. En préparant cette émission, on en parlait. Oui, tout à fait. Oui, alors vous savez que, encore une fois, dans ma pratique, je recevais aussi bien des enfants que des adultes, que des ados. J'ai toujours considéré que quand un enfant manifeste un peu de souffrance, quand on est dans des conflits avec lui un peu répétitifs, etc., si on accepte, et s'il accepte d'aller consulter un thérapeute d'enfants qui, s'il fait suffisamment bien son travail dans la lignée de Winnicott, ira très rapidement, puis si le système est assez mobile, il ira très, très rapidement. Une thérapie d'enfant, c'est un cadeau qu'on fait à l'enfant. C'est un cadeau qu'on fait à l'enfant parce qu'il sait qu'il y a un lieu où il peut parler d'un certain nombre de choses, dénouer tous les nœuds de ses conflits de loyauté, de ses ambivalences, etc., quelque part sans être jugé. Et ce que j'ai pu constater quand j'avais des suivis des enfants qui venaient me voir quand ils étaient des jeunes adultes ou même plus tard, ils acquièrent, même si la thérapie a été brève, même si c'était à partir du jeu, à partir de dessins, donc on n'a pas l'impression d'élaborer, ils acquièrent quand même une capacité d'élaboration qui va les aider dans les problèmes qu'ils peuvent avoir plus tard quand ils sont grands. Quand j'ai reçu mes adultes, alors que je les avais connus 5-6 ans, d'abord c'était très touchant parce qu'ils essayaient ils voulaient me refaire la bise comme quand ils avaient 5-6 ans, mais là c'était eux qui se penchaient sur moi alors qu'avant c'était moi qui se penchais sur eux. C'était très touchant, mais en 2 ou 3 ou 4 séances adultes, on avait avancé les choses. Donc c'est vraiment un cadeau. Dans les choses à sanctuariser et auxquelles il faut être vigilant, alors que ça semble être du pratico-pratique, mais c'est très essentiel, c'est pour un enfant, c'est jouer son espace, son lit, son bureau, enfin je ne sais quoi, son livre, c'est une projection de lui-même, c'est un prolongement de lui-même. Donc, quand il n'est pas là, préserver sa présence psychique, préserver le lien, montrer qu'on continue à penser à lui, qu'on ne l'élimine pas, c'est de respecter ce lieu-là, son bureau, son lit, son livre, on ne le change pas de place, etc. Combien d'enfants j'ai vu attristés parce qu'effectivement, pendant qu'ils ne sont pas là, on met le linge sale sur leur lit, on met le linge à repasser sur leur livre et qu'ils ne retrouvent plus leur livre. Montrer qu'effectivement, quand physiquement ils ne sont pas là, ils continuent à être importants pour nous et on respecte vraiment leur présence quelque part, leur présence symbolique. Oui, intéressant. Vraiment de sanctuariser ça. Et puis vous vous dites que l'enfant peut s'accommoder vraiment d'avoir ces 2 foyers, parce qu'à une époque on parlait de est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les parents qui tournent, et vous vous dites finalement il s'accommode assez bien. Oui, il s'accommode assez bien toujours avec l'hypothèse et l'a priori qu'il n'y a pas de jugement et de critique de part et d'autre. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on se posait la question, et quelquefois ça a pu être la mode, de laisser les enfants à un endroit et que les parents circulent. Pour moi, c'est source de confusion. C'est source de confusion. L'enfant, contrairement aussi à ce qu'on peut imaginer, se retrouve plus facilement face à des différences bien établies, donc des lieux, des cadres, des règles bien établies, que quand on ne sait plus finalement sur quel pied danser. Il vit dans le même endroit, mais un coup, il a le droit de voir la télé, un coup, il n'a pas le droit de jouer sur sa tablette, etc. Voilà, il vaut mieux que chaque lieu et ses règles et quelque chose qui soit imposé et objectivement, c'est plus précis pour lui. Oui, plutôt que des règles qui changent dans un même lieu. Voilà. Là, ça peut être confus. Le cadre est trop confusionné à ce moment-là. Très bien. Alors, quand l'enfant, justement, grandit, à un moment donné, il peut aussi faire le choix du foyer, évidemment. Oui. Je crois qu'en France, la loi autorise à partir de quel âge? 14 ans? Peut-être, 14, je ne sais plus. Peut-être ça a changé aussi. Oui. Oui. De faire le choix du foyer.
Peut-être une dernière chose pour nous éclairer sur cette thématique, pour retrouver sa place dans une famille recomposée, dont on n'aurait pas parlé. Si c'est pas le cas, on va passer au philosophe peut-être, à la philosophie qui peut nous éclairer sur le sujet. Et là, vous pensiez évidemment aux fameux frères Abel et Caïn. Oui, entre autres. Ouais. Abel et Caïn. Et puis j'ai envie de dire, tous nos mythes. Là, les mythes nous sont très utiles. Abel et Caïn, et puis les enfants d'Abraham, l'un qu'il a pu avoir avec Agar, Ismaël, et l'autre qu'il a eu avec Sarah, Isaac, et Ismaël et Isaac, du fait de la rivalité de leur mère, qui ne s'est jamais vraiment atténuée, ça a donné quand même les deux peuples, j'ai envie de dire, frères ennemis, ennemis frères, potentiellement fraternels, puisque les musulmans et les juifs, si vous voulez. Et je dis potentiellement fraternels, parce que si je reviens à ma propre expérience de personnes juives nées en Algérie, nous avons j'adore me présenter comme juifs d'origine berbère, c'est-à-dire que effectivement, il y a cette opposition entre Ismaël, la descendance d'Ismaël, qui a donné donc les musulmans, et la descendance d'Israël, qui a donné le peuple hébreu, et d'Isaac, qui a donné le peuple hébreu, etc. Mais on a eu beaucoup de périodes, et je peur qu'on aura beaucoup de périodes, où finalement, nous étions tous des métis. Oui, et en bonne harmonie. Et en bonne harmonie. Oui, c'est vrai. Merci de le rappeler, effectivement. Et ça fait complètement le lien avec les familles recomposées, en fait, qui est toujours cette relation à l'altérité, en fait, à l'autre. Exactement. L'autre qui a sa singularité, aussi sa différence. Cette différence, c'est accepter que l'autre, qu'on ne peut pas avoir quelque part de pouvoir. Je crois que c'est ça qui se joue. On ne peut pas avoir de pouvoir sur cet autre qui est différent de moi, mais dont la différence peut venir compléter ce que je suis. C'est un éveil mutuel. C'est un éveil mutuel. Et considérer que l'autre vienne m'interpeller constamment, c'est ça qui nous maintient en vie. Constamment. C'est une belle sagesse pour cette fin d'épisode. Merci infiniment, Nicole Prieur, et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour notre dernière émission. Merci. Avec plaisir, merci, au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.